Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Girassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus d'une décennie maintenant en Guinée. Vous nous regardez à la télévision, merci à vous qui nous écoutez également. Si vous êtes dans la forêt, évidemment, même fréquence, Cancan, écoute Espace à travers 99, mesdames et messieurs, ensemble avec vous jusqu'au port de 11h. Encore une fois, je le redis, plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, ce que je recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, ça change pas, avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée, avec vous. Bonjour mon cher Bassekou, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour Jacques. Jacques Liwalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, on parle de Covid-19, la Guinée enregistre donc des guérisons, vous le dites Tamba, record en 2 mois, pour la première fois, donc le cumul des guéris dépasse celui des hospitalisations, le signe de la riposte se porte mieux, je pose cette question. On est en droit de, comme nous faisons tous les jours, de constater quand il y a des chiffres encourageants, mais également lorsque ça ne va pas, on ne va pas du dos de la cuillère pour dire ce que nous pensons, pour présenter les faits tels qu'ils sont. En effet, un peu plus de 200 personnes sorties hier, guéries du Covid-19. C'est une première depuis que la riposte a commencé en date depuis que nous avons commencé à enregistrer des cas de malades de Covid-19. Officiellement, il faut pouvoir le souligner, il y a eu plusieurs guérisons. Maintenant, bien sûr, en félicitant les soignants. Il y a toujours un mais. On est dans un contexte où il faut toujours en avoir. Lorsque la nouvelle elle est bonne, on se réjouit. On se dit, c'est une très très bonne chose de savoir qu'on n'est plus au niveau de 40 personnes guéries, parce que vous voyez tout le temps le nombre de contaminés qui grimpe. Quand il y a plus de cas positifs déclarés par jour, même si il y a des guéris de l'ordre de quelques dizaines, finalement, c'est compliqué d'entrevoir les efforts. Mais lorsque la tendance s'inverse, comme ça a été le cas hier, je pense que ça mérite d'être souligné. Et c'est l'occasion, encore une fois, de féliciter tous ceux qui s'y mettent au quotidien pour apporter des soins. Là, je parle vraiment des médecins. Je parle des médecins qui sont au front face à cette épidémie, au Covid-19, qui l'affrontent. Parfois les mains nues. Vous savez, les ruptures en termes d'équipement de protection individuelle que l'on enregistre parfois au niveau de ces points de soins. Ça, c'est une chose. Il y a également ceux qui sont là, dont on ne parle pas souvent, c'est par exemple les infirmiers. Vous savez, le soin infirmier, il est essentiel dans le traitement. Très important. Absolument. Mais on ne le souligne pas souvent. On parle simplement souvent des médecins. Et on ignore ceux qui ont souvent la main à la pâte, parce que le médecin, j'ai envie de dire, il fait pas le sale boulot. Voilà, donc il y a des infirmiers qui ont la main à la pâte, qui se salissent au quotidien et qui exposent ainsi leur vie, celle de leur famille, parce que jusque-là, rien ne nous dit qu'ils n'entrent pas chez eux à la maison. On a posé la question la dernière fois. Et on a même fait un plaidoyer suffisant. Effectivement. Mais bon, Dr Sakoba devait répondre à la présidente du conseil scientifique. Maintenant que c'est fini, on espère qu'il se concentrera sur les vraies questions. Quels soins est-ce qu'on apporte à ces médecins? Je pense que aujourd'hui, c'est le lieu quand même de pouvoir faire un tel bilan. Pour dire, en plus des remerciements qu'il y a au niveau des médecins, des infirmiers, du personnel à la buanderie,
tout autour, le personnel d'hygiène globalement pris, la logistique, comptant bien sûr avec les ambulanciers, tout cela mérite l'hommage de la nation pour les efforts qui sont... Comment on est arrivé là? Finalement, on a changé de tactique ou qu'est-ce qui s'est passé? Là c'était la statistique Ouais. qu'on disait. Ouais. Les statistiques qu'on disait. Maintenant, je pense qu'il va falloir tenter de les analyser. Ouais. Et c'est là-bas que ça devient un problème. Ça devient un problème. Une hypothèse première que je veux avancer, si on est à 200 guéris, est-ce que finalement, à plus de 200 guéris, il faut le dire, Ouais. est-ce que finalement ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup trop de malades Les grandes qui sont pris en gueules. charge? On peut bien se poser Cette question, la évidemment. question. Ouais. On dit, bon, 200 personnes et quelques sont sorties guéries. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir 200 personnes s'il n'y a que 100 malades qui sont hospitalisés. Ça veut dire, logiquement, qu'il y a un nombre important de malades qu'il y a sur lesquels il y a eu ces cas de guérison. Il ne suffit pas de dire 200 et quelques guéris et penser qu'il s'agit en soi somme toute d'une avancée majeure qui change la réalité des soins du côté de Donka et des centres ouverts dans ce cas de figure-là. Encore une fois, il faut pouvoir prendre tout cela avec des pincettes et décider d'aller au-delà de ce que le chiffre nous donne. Mais Lamine, on n'est pas sans savoir. Là, je parlais des médecins. Ouais. Hier, je crois que c'est hier que les médecins qui ont écrit, vous vous rappelez cette déclaration, effectivement, oui, demandaient, je crois que c'était au niveau avec 10 points de revendication qui avaient été adressés au Premier ministre. On m'a appris qu'hier, finalement, ils ont été appelés du côté de la primature. Jusqu'au moment où on est en train de parler, on ne sait pas ce qui a pu s'y dire, mais ils ont été reçus donc du côté de la primature. Mais on se pose encore la question, pourquoi? Avec quel effet? Parce que les questions qui sont posées en réalité sont directement adressées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire que dirige le docteur Sakoba. Lorsqu'on parle de primes, les fonds sont gérés par cette agence. Lorsqu'on parle d'équipement de protection individuelle, tout ce qui est commande liée à cela, le matériel lié à la riposte, est commandé par les services de docteur Sakoba. Il faut pas se voiler la face. Toutes ces revendications, si elles doivent avoir une résolution, le seront grâce à l'implication de docteur Sakoba. Encore, je pose la question, le Premier ministre est-il suffisamment puissant pour apporter les réponses qui sont demandées par ces soignants? Je pose la question. Donc sur la question des soignants, rien n'est fait encore pour régler la situation. Il y en a qui continuent à toucher 50 000 le jour, le service au niveau de l'hygiène. Certains sont à 75 000. Et puis ceux qui sont le mieux payés, au moment où je vous parle, ils sont à 200 à 300 000. Ce sont des médecins de prise en charge directe. C'est-à-dire qu'ils sont en contact des médecins, des malades, les auscultent, les prennent en charge. Ces médecins-là, c'est eux qui sont le mieux traités. Mais quand vous envisagez que avec ces 300 000 journaliers, ils doivent prendre un taxi, ils doivent rentrer à la maison, ils doivent pouvoir se nourrir, tout ceci, encore une fois, c'est beaucoup de responsabilités. À Koya, par exemple, parce que là, on parle de Donka, on parle assez de Donka. Mais il faut dire qu'il y a des unités au sein de chaque hôpital qui est chargé, premièrement, de l'identification des cas, de recevoir des cas. Lorsque quelqu'un vient malade, au niveau de parce qu'il y a cette décentralisation sur laquelle on ne revient pas assez. Dans chaque hôpital, il y a comme des points focaux qui s'occupent d'accueillir les malades lorsqu'ils sont connus, lorsqu'ils sont testés et qu'ils sont déclarés positifs. Les informations leur reviennent. Ils prennent alors sur eux un autre volet de la riposte, c'est celui du suivi des contacts. Parce qu'on écoute les personnes. Vous savez, il y a une enquête. Nous-mêmes, on a reçu un des médecins de l'ANSS ici, dans nos locaux, pour poser des questions. Tel a été en contact avec qui? On nous a tous posé ces questions-là. Ce travail se fait à l'intérieur du pays, dans chaque hôpital, où il y a des médecins qui s'occupent vraiment de ce suivi épidémiologique. Posent des questions, font des enquêtes, documentent tout ça et remontent l'information au niveau de l'ANSS. Au moment où je vous parle, je vais vous dire une chose, Lamine. Premièrement, on suit des contacts. Figurez-vous, quand quelqu'un vient de Mafrenya, et puis vous êtes à Forêt-Caria, vous êtes responsable de suivre ces contacts. Vous vous déplacez une fois à fonds propres.
2 fois à fond propre. La 3e fois, vous allez dire, écoutez, on ne me paye pas pour ça. Écoutez ce qui se passe, par exemple, du côté de Koya, c'est ça la réalité. Il y a un peu plus d'une trentaine de médecins qui sont déployés dans ce cas de figure. Aucune forme de motivation particulière, aucun équipement, même pas un vélo. Là. Pour suivre ces cas un peu partout, exactement, à travers les zones. Déjà à l'intérieur du pays, parce qu'on parle de 5 cas quand même du côté de Fria, hein, il faut le rappeler, c'est très important. Fria, ça va faire plus. 12 cas pour 5 guéris. Ah ben voilà. C'était les informations que notre correspondant régional nous a rapportées hier. C'est vrai qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place aujourd'hui pour le suivi des contacts, parce que jusqu'à présent on n'a pas fini d'identifier l'ensemble des contacts donc de ces cas de cas confirmés du côté de Fria. Dans un premier temps, ça touchait directement l'administration donc de la société minière donc qui est installée de ce côté, des chefs de département plus des chauffeurs, mais on commence à observer une certaine forme de contamination communautaire et c'est ce qui va devoir il faut consentir les efforts pour stopper cette forme de contamination communautaire de ce côté-là. Parce que du côté de Kindia aussi, après Conakry, ce sont les 2 villes donc la Basse-Côte donc les plus touchées directement par cette maladie. Kindia, on dénombrait jusqu'à date 9 cas donc 9 cas confirmés de ce. Les grandes gueules. Ah non. Kindia avoisine la centaine. Non, absolument. Ça c'est vous parlez des contacts. Moi je ne parle pas de cas confirmés. Il faut que je revoie ça. Pas la centaine. Maintenant, il y a des notabilités religieuses même donc qui ont été touchées de ce côté. Moi je pense qu'au niveau des PA, donc des postes de contrôle qui ont été installés sur les routes donc de Kindia, mais aussi de Bokeh, je pense qu'il y a un problème. Parce que après que l'état d'urgence donc a été décrété et qu'on a décidé d'isoler Conakry, c'est après que les cas là ont été détectés du côté de Fria et du côté de Kindia. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau donc des postes de contrôle donc sanitaire, du cordon sanitaire donc installé au niveau par exemple de Bawa, de Wankifon, de Kouria, parce que ce sont les 3 axes routiers principaux donc qui permettent de mener directement vers l'intérieur du pays. Donc encore une fois, si on doit se réjouir du nombre de guéris, parce que hier on a fait un record, Tamba le disait, 262 guéris. Aujourd'hui, le cumul de cas guéris, on est à 1500, je crois, 1523 donc guéris. Aujourd'hui, c'est une première dans la riposte. Peut-être qu'on est aujourd'hui en phase peut-être d'atteindre le pic. C'est ce que nous souhaitons, mais il faut dire d'ici Lamine qu'il y a des relâchements dans les quartiers. Mais bien sûr, ça c'est une réalité. Hein. On le rappelle à chaque fois, c'est une réalité malheureusement. Dans les marchés, les gens ne portent que les bavettes. Parce qu'ils sont passés par le ciblage aussi à un moment donné. J'entendais les quartiers où il y a plus de cas. J'ai entendu Kamayenne. On avait fait un peu... l'ANS avait dressé une cartographie. Le champion, c'est Ratoma. Voilà, le champion, c'est Ratoma. Avec un peu plus de 35... Excuse, s'il te plaît. Avec un peu plus de 36% de tous les cas confirmés de Covid-19. Les autres viennent vraiment derrière. Je pense qu'il faut aller plus loin, analyser. J'ai vu le document, la carte même de la Guinée. Hier, j'ai entendu que c'est Matoto. Ah oui, non, c'est bien Ratoma. C'est bien Ratoma. J'ai le document sous les yeux. Ratoma, c'est 36,24% des contaminations. Matoto est à 27,12%. Ce qui veut dire, pour terminer, te rendre la parole, Permet Bassikou, c'est de dire, il faut aller au-delà du chiffre. Il faut absolument aller au-delà du chiffre. Réaliser ce que les autres font autour de nous. Faire une enquête rapide pour savoir, pour déterminer les causes de la surinfection de cette zone-là. Parce que si on comprend comment les gens s'infectent, on va alors trouver la réponse pour minimiser justement le risque de vulnérabilité auquel ils s'exposent. Allez-y, Bassikou. Alors pour terminer, je parlais de ces relâchements dans les quartiers. Moi, je voudrais beaucoup insister dessus parce que si des efforts sont consentis dans la gestion par l'ANSS, par toutes les structures qui interviennent pour essayer donc d'inverser la tendance en stoppant donc la chaîne de contamination. Mais il faut compter la mine
sur la responsabilité individuelle des citoyens guinéens et l'engagement collectif. Parce que si ces éléments, ce sont à mon avis 2 éléments déterminants qui peuvent permettre aujourd'hui donc une prise de conscience et une riposte rapide pour pouvoir sortir de cette pandémie. La Guinée par rapport à d'autres pays, par exemple, si nous prenons le cas du Sénégal, les grandes régions, il y a 14 régions, vous avez 11 qui sont déjà touchées par la maladie. La Guinée, la chance que nous avons jusque-là, c'est que les 90% des cas donc, se concentrent au niveau de la zone spéciale de Conakry. Donc il faut concentrer la lutte au niveau de la ville de Conakry. Et au-delà de ça, il faut aussi travailler à la communication. Moi, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de communication autour des acquis. Des communautés aussi, surtout, hein, parce que c'est important. Oui, c'est pas que la crise seulement qui compte. Oui, parce que ce qu'il faut faire, et il y a encore de la réticence, je le disais, il faut que les acteurs de la société civile essayent, par exemple, de travailler à une communication dans toutes les langues nationales. Mais c'est ce que je dis, c'est ce qu'on appelle communication, je veux dire communautaire, c'est important. Oui, parce que si ce n'est pas fait, les grandes gueules. Vous allez déployer des efforts, comment on appelle, les médecins se battront pour sauver des vies humaines et il va y avoir énormément d'argent qu'on va sortir pour la gestion. Mais si de l'autre côté, les populations elles-mêmes vraiment ne prennent pas conscience de la gravité de la maladie, je pense que les efforts seront dispersés et puis le résultat qu'on veut atteindre va être difficile. Donc il faut que le Guinéen lui-même prenne conscience donc de la gravité de cette maladie, respecte les mesures barrières, la distanciation sociale, le port des masques. Surtout, j'insiste sur le port des masques parce que dans les quartiers, quand vous rentrez par exemple dans la soirée, eh bien vous constatez que les jeunes continuent de se regrouper, les gens ne respectent pas, ils attendent que les policiers arrivent dans les quartiers pour porter les bavettes. Mais dans la plupart des cas, eh bien on essaie de les mettre au niveau du menton ou on a plusieurs fois rappelé dans cette émission. Ça, je pense que vraiment ça va être très difficile d'aller à cela. L'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, je pense que les citoyens ont une grande part de responsabilité dans la lutte contre donc cette pandémie qui est le nouveau coronavirus. Le signe que la riposte se porte mieux, je repose cette question à vous, Jacques Libalino. Oui, je crois on peut le dire, et continuer bien entendu à se poser beaucoup de questions pour que par le personnel soignant, mais surtout ceux qui sont au niveau de l'organisation ne puissent pas baisser les bras parce que depuis le début de cette riposte, nous avons compris que les problèmes étaient du côté de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. En tout cas, et puis le gouvernement globalement pris. Mais du côté du personnel soignant qui se trouve donc dans les centres de prise en charge, il y a des efforts qui sont fournis. Ils n'ont pas de moyens, mais ils se sacrifient en tout cas pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce qu'il faut dire déjà, parce que hier, il y a quelque chose qu'il faut noter. Il y a certes le nombre de guéris qui a grimpé, mais il y a surtout le fait que le taux de contamination a beaucoup baissé. Parce que sur un groupe de 500, si on a 500 et quelques, si on a 67 cas confirmés, il faut bien se dire que il y a une baisse, mais considérable. Donc on peut penser, je crois, on faisait le calcul tout à l'heure, on est autour de 12% comme taux de contamination. Donc je crois que ça, c'est à dire réellement. Il y a aussi des explications qu'on peut tenter de donner par rapport au nombre de guéris qui a augmenté. Vous savez, on le disait la dernière fois, il y a des résultats qui retardaient. Les résultats ne retardaient pas seulement pour ceux qui étaient à l'extérieur de Donga. Les résultats retardaient aussi pour ceux qui étaient sous soins. Donc il y a des prélèvements qui étaient faits et une fois au niveau de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, ça prenait énormément de temps, ce qui faisait qu'il y a des gens qui étaient à Donga, mais ils étaient guéris. Ils étaient déjà guéris depuis des jours, voire depuis des semaines, mais ils ne savaient pas. Donc il fallait que les résultats leur reviennent pour qu'on puisse, n'est-ce pas, leur donner l'autorisation, n'est-ce pas, de sortir de l'hôpital. Je pense que ça peut être une des explications pour justifier, n'est-ce pas, l'augmentation de ce nombre de guéris. Maintenant, on va se réjouir lorsque nous allons lorsque la tendance baissière va se poursuivre. On est aujourd'hui à 12%. Le jour qu'on va se retrouver avec un groupe, par exemple, de 1000, c'est l'objectif du président, qu'on aille jusqu'à 800 ou 1000 tests par jour. Si sur 800 ou 1000, on se retrouve avec 50 ou 30,
je crois on aura le droit en ce moment de se frotter les mains et de se réjouir et espérer que d'ici juin, mi-juin, nous allons vaincre, n'est-ce pas, cette pandémie. Il y a une organisation, bon, c'est l'espoir que je formule. Maintenant, il y a une organisation aussi, il faut le relever au niveau des communes, qui est en train de faire ses effets, même si c'est minime pour l'instant, parce qu'on a décentralisé, si vous voulez, le suivi des contacts. Dans chaque commune, on a essayé de monter, n'est-ce pas, des équipes qui font le tour des quartiers, voire le tour des familles pour communiquer avec les gens. Une méthode qui pourrait être efficace si la population coopère véritablement. Parce que les gens peuvent venir dans les quartiers, mais s'ils ne sont pas bien reçus, il va y avoir des difficultés. Nous l'avons dit dès le départ, j'ai dit, cette riposte ne peut pas être conduite sans, n'est-ce pas, l'implication des collectivités, sans l'implication des mairies. Et je pense qu'on a pris du temps pour réaliser cela, mais on est en train de voir quelques résultats. Il y a des maires qui s'intéressent aux chiffres dans leur commune et qui essayent d'attirer l'attention de l'ANSS et de demander même le soutien du personnel sanitaire pour aller, n'est-ce pas, vers le suivi des contacts, mais également remonter ces informations pour éventuellement organiser des tests rapides. C'est lorsque nous allons avoir des tests au niveau des quartiers que nous allons couper la chaîne de contamination. Sinon, si nous nous contentons des chiffres que nous avons à partir de Donka, nous risquons de nous tromper. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie cet aspect-là. Si on se contente des personnes qui viennent à Donka se faire dépister, et on oublie le fait qu'il y a dans les quartiers des personnes qui portent le virus mais qui ne le savent pas, on risque de déclarer la fin de l'épidémie alors que il y a des cas qui sont dans les quartiers. C'est pourquoi j'ai dit il faut que les mairies continuent à faire le travail qu'ils ont commencé et qu'ils soient véritablement soutenus par le personnel de santé, donc l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. De cette façon, il y a de l'espoir qu'on puisse couper la chaîne de contamination. On peut continuer à croiser les doigts, mon cher Tamba. On va pas croiser les doigts. Non, mais c'est qu'il dit. Jacques parle avec avec beaucoup d'attention, il faut le dire. On peut pas se réjouir maintenant parce qu'à dire, ok, 200 c'est bien, mais tu l'as dit en début d'émission. Et mieux, Lamine, et vrai. Non, pas possible. Pardon d'utiliser cette formule. Et les chiffres là, les chiffres qu'on nous donne. Je sais ce que je vais dire. C'est pas pour arranger les choses, mais je me pose quand même la question. Les chiffres qu'on nous donne là, est-ce qu'ils sont vrais? Bon. Question. Je veux m'en tenir là. Parce qu'on a aussi, on a Lamine, des gens qui sont hospitalisés du côté de Donka. Les grandes gueules. Qui te révèlent, c'est mon collègue de chambre qui vient de décéder, qui sort. Et après, vous voyez sur le comment ça s'appelle? Sur l'update journalier, le bulletin journalier, vous voyez 0 mort. Bon, après, on sait aussi qu'il y a ces cas de figure-là. Et quand vous discutez en off, en fait, la vérité dans cette épidémie se trouve en off. Quand vous discutez en off avec un médecin, un personnel soignant impliqué dans la riposte, là, vous entendez des choses particulièrement hallucinantes. Je dis ça, non pas pour décrédibiliser l'organisation. Je dis ceci pour dire à chaque Guinéen, pour appuyer ce que Jacques Leno et Bassekou étaient en train de dire tout à l'heure. Je pense qu'en premier lieu, il ne faut pas baisser la garde par rapport, rien qu'en lisant les chiffres, vous vous dites, mais avec 12% de contamination sur un tel effectif, non, ça va mieux. Alors qu'à un moment, vous vous rappelez, on est allé à près de 50%. Chaque fois qu'on prend un échantillon, on se rapprochait de cela. Mais, encore une fois, il faut qu'on garde nos gestes barrières. C'est d'une importance capitale. Et je veux rajouter, parce que je m'étais posé la question, jusqu'à ce que j'obtienne cette réponse du conseil scientifique, on vous dit, d'abord, on a tous fait le constat du retard. On sait que l'ANSS ne dispose pas de laboratoire. Les grandes gueules. L'ANSS utilise les établissements en place, déjà existants, comme les laboratoires et les hôpitaux. On s'était posé souvent la question d'où venait le retard sur les tests, parce que ça reste un problème majeur.
ça reste un problème majeur. Vous pouvez aller vous faire dépister, vous attendez pendant une semaine, pendant 10 jours, nous en avons fait les frais il y a quelques temps. Ouais. Vous attendez, et puis voilà, comme ça, l'épidémie, la maladie, si vous l'avez, vous avez le temps de la développer et même de la partager un peu bien généreusement aux gens autour de vous. Mais voyez-vous, on posait la question, d'où vient que les tests retardent? Plus tard, on a appris que 48 heures plus tard, les tests étaient délivrés. Mais entre-temps, je continue parce que moi, je me disais, mais il y a du sabotage quelque part. Ouais. Il y a quelqu'un, quelque part, soit qui ne fait pas son travail ou qui met le pied sur les efforts des autres en voulant, bien entendu, servir une cause qui, à l'évidence, ne sert pas toute la nation. Comment fait-on jusqu'à date, malgré les dénonciations, malgré les recommandations, malgré l'accroissement des moyens à disposition de l'ANSS, comment fait-on pour ne pas réussir à accélérer la durée des tests? Depuis le premier cas jusqu'à maintenant, on est dans les mêmes lenteurs. Ça reste une question à devoir soulever. Autant nous disons bravo au personnel soignant pour les résultats auxquels nous sommes parvenus lundi, parce que ce sont les résultats de lundi, autant nous leur disons, écoutez, c'est vrai, vous faites bien, mais bougez-vous un peu sur les tests. Bien, vous êtes chez les GG. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même, nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média.